Le trauma, c'est le moment du choc. En revanche, suivant les personnes, ce choc va donner lieu à un traumatisme ou pas. Il y a le traumatisme simple, qui est souvent un accident ou une catastrophe, et il y a des traumatismes complexes, qui sont des traumatismes qui sont arrivés dans des relations. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue. Très content de vous retrouver, AVS, pour à votre Saverio, puisque je reçois aujourd'hui Saverio Thomas Zella. Vous êtes le bienvenu sur Beurre FM. Bonjour, merci pour votre accueil. C'est un plaisir partagé. Docteur en psychologie, psychanalyste, spécialiste de l'hypersensibilité. Vous avez écrit de nombreux livres et vous voulez nous parler de votre dernier livre qui s'appelle « Guérir de nos traumatismes, trouver sa voie thérapeutique » chez Erol. Vous partagez avec nous des voies thérapeutiques que vous avez d'abord testées sur vous-même en 40 ans de pratique. Il y en a certaines dont je ne connaissais même pas le nom. La méthode Vitose, par exemple, de Roger Vitose. Qu'est-ce que c'est que la méthode Vitose ? Alors, la méthode Vitose est née à peu près au même moment que la psychanalyse. Roger Vitose était un médecin suisse à Lausanne et il s'était rendu compte que la plupart de ses patients nerveux, voire troublés, jusqu'aux schizophrènes, étaient des personnes qui n'étaient pas dans leur corps. Et donc, il les aidait à redévelopper leur réceptivité sensorielle, sentir ce qui se passe dans le corps en fermant les yeux. Maintenant, on appelle ça la pleine conscience. Ah oui, d'accord. Oui. C'est un ancêtre de la pleine conscience et c'est une méthode qui est très simple et très efficace. Bon, il y a beaucoup de méthodes, la psychanalyse, la sophrologie, bon, ça c'est connu. Le neurofeedback, moins connu, mais bon. Alors, un peu décrié. Ah, d'accord. Bon. Alors, le neurofeedback, c'est simple. On vous met des électrodes sur la tête et le système va percevoir les endroits où il y a des mauvaises connexions neuronales et tout simplement, avec des petits influx électriques et le son, il y a des décalages dans le son, ça permet au cerveau de rééquilibrer les endroits où il est déséquilibré. Et je vous assure qu'après une séance de neurofeedback, on se sent très bien. Bon, en tout cas, vous l'avez testé. Je l'ai testé. Au moins vous l'avez testé sur vous-même. Et c'était vous savez bien de quoi faisant. vous parlez. Bien. Le MDR, bon là, c'est pareil aussi. Alors le MDR, oui, connu dans le traitement des traumatismes, c'est les mouvements des yeux, des séances très protocolaires en utilisant le battement des yeux pour pouvoir reprogrammer des moments qui se sont mal passés. Donc on repasse la scène qui a été difficile, on utilise le battement des yeux et on va reprogrammer cette scène différemment pour qu'on puisse se libérer de sa charge traumatique. Bon là c'est pareil, il y a des bons et des mauvais praticiens. Exactement. C'est avant tout une question de praticien, quelle que soit la méthode. Parce que pas mal de décompensation à cause de l'EMDR. L'IFS, alors là pareil, j'ai jamais entendu parler. L'IFS c'est une méthode très intéressante qui est née aux États-Unis, qui est l'Internal Family System, c'est-à-dire qu'on considère qu'à l'intérieur de nous, on constate même qu'à l'intérieur de nous, il y a des parts différentes, que les parts traumatisées sont appelées les parts exilées, elles sont très loin de la conscience. En revanche, près de la conscience, on a les parts qu'on appelle managers, celles qui gèrent le quotidien au mieux, qui sont très adaptées à la réalité sociale, et les parts pompiers, qui vont intervenir en cas d'urgence, mais qui peuvent mener à l'addiction. Et il y a aussi l'autocritique, les parts en nous qui sont très critiques. Et donc, on va essayer de prendre conscience de ces différentes parts et de leur rôle en nous pour pouvoir accueillir les parts exilées et les guérir. C'est très intéressant et très efficace aussi. Bien, alors il y en a plein d'autres. Il y a les bols chantants, bon ça... Alors les bols chantants, c'est tout simple. Ce sont des massages où on vous met les bols sur le corps à certains endroits du corps ou à côté du corps. Et pendant 1 heure, il va y avoir des vibrations de ces bols tibétains. Et ça apporte un grand, grand calme profond. De tout ce que vous avez testé, qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Alors la psychanalyse, qui a été décriée il y a quelques années, mais qui reste une thérapie assez fiable parce qu'on prend le temps d'explorer les difficultés de son histoire, et après tout ce qui est issu, inspiré de la théorie polyvagale dont on va parler, et qui permet d'avoir des thérapies qui vont redonner confiance dans son système nerveux autonome et calmer le jeu intérieur quand il y a surchauffe, par exemple, quand on croit qu'il y a une menace, alors que c'était il y a des années que cette menace s'est présentée, et que le système nerveux s'emballe, ou alors au contraire quand on a eu très très peur et qu'on est figé, immobilisé, paralysé, et qu'on ne sait plus comment faire, comment répondre.
Oui, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que votre livre propose également 14 exercices pour activer votre nerf vague ventral. Voilà, votre nerf vague ventral. Hein. Alors, pour parler du traumatisme, il n'y a pas de définition unanime du traumatisme. De nombreux dictionnaires ne distinguent d'ailleurs pas le trauma du traumatisme. Alors, est-ce qu'il faut vraiment les distinguer? C'est quoi la différence? Alors, dans le langage courant, c'est peut-être pas la peine de les distinguer. Pour nous, psychologues, psychothérapeutes, oui, c'est intéressant parce que le trauma, c'est le choc, c'est l'événement qui a été problématique, qui a été mal vécu, et qui donc peut être défini comme un moment où on est dépassé dans nos capacités de réponse à ce qui se passe en nous. Donc ça fait trauma, c'est le moment du choc, le moment de l'accident ou du drame. En revanche, suivant les personnes, ce choc va donner lieu à un traumatisme ou pas. Ou pas, oui. Voilà, il y a des personnes qui sont bien entourées à ce moment-là, vont pouvoir en parler, et puis c'est fini. Et d'autres qui vont rester marquées pendant longtemps par un traumatisme, c'est-à-dire les conséquences de ce drame, les conséquences de ce trauma. C'est pour ça qu'on fait la différence entre trauma, le moment de l'incident, et traumatisme, ses conséquences à long terme sur le corps et sur le mental. D'accord. Et dans votre livre, vous distinguez différents types de traumatisme, hein, ce qu'on va évoquer au cours de cette émission, mais il y en a pas mal. Hein. Il n'y a pas qu'une sorte de traumatisme. Hein. Tout à fait. Il y a le traumatisme simple, qui est souvent un accident ou une catastrophe, et il y a des traumatismes complexes, avec différentes formes de traumatismes complexes, qui sont des traumatismes qui sont arrivés dans des relations. Ce sont des traumatismes relationnels, notamment avec un des parents ou les parents, ça peut être avec un professeur, un frère ou une sœur, quelqu'un, mais ce sont des traumatismes qui sont moins visibles parce qu'ils arrivent au fur et à mesure de cette relation, au cours d'une relation. Et il y a des traumatismes précoces qui arrivent dans les 3 premières années de la vie et qui vont être très marquants parce que c'est un moment où l'enfant se développe énormément et pose les fondations de sa personnalité. Et vous dites que les traumas les plus destructeurs sont ceux justement qui ont lieu dans l'enfance. Le plus souvent. Alors il ne faut pas être rigide avec ça non plus. Il y a des traumatismes destructeurs au moment de l'adolescence ou de l'âge adulte. Mais le plus souvent, les traumas destructeurs, ou en tout cas déstructurants, se passent pendant l'enfance. La tendance contemporaine, écrivez-vous, est de réduire le traumatisme à un stress appelé à tort post-traumatique. Et pour vous, le stress est encore traumatique et pas post-traumatique. Alors voilà, oui, quand on est thérapeute du traumatisme, on se rend bien compte que cet état de stress perdure. C'est comme si le traumatisme continuait alors il appartient au passé. Donc c'est impropre de dire post-traumatique. Et tout le monde l'emploie aujourd'hui. Beaucoup de personnes, parce que en fait, je fais une parenthèse, mais en fait, on a beaucoup d'intelligence en France et en Europe, et je ne sais pas pourquoi on va tout le temps piocher des mots américains, des mots qui viennent des États-Unis, même ceux qui ne sont pas intéressants. Donc là, par exemple, stress post-traumatique, c'est une appellation américaine, et on n'est pas obligé de l'employer. On peut parler de stress traumatique ou tout simplement de traumatisme. Si c'est impropre, autant utiliser le bon mot. Mais voilà, donc traumatisme ou stress traumatique, ou en tout cas stress qui fait partie de ce traumatisme. Alors, comme vous ne faites jamais rien comme tout le monde, pareil pour la résilience. Ça vient de l'anglais, résilience aussi. Et vous dites que c'est emprunté à un concept métallurgique. Tout à fait. Alors, Boris Cyrulnik, pardon si vous nous écoutez. Qu'est-ce que vous avez après la résilience ? Vous dites que tout le monde l'utilise aujourd'hui, que ce serait vraiment la méthode incroyable qui permette justement de guérir de ces traumas. Et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Alors je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas le seul. Nous sommes de nombreux psychologues et psychanalystes à ne pas être d'accord. La résilience est un mot qui désigne la résistance. Simplement, quand on traduit les mots de l'anglo-saxon américain, parce que c'est un mot américain et non pas britannique, en langue française, ça veut simplement dire résistance ou résistant, quand on parle de quelqu'un de résilient. Alors quel lien avec la métallurgie ? Alors, c'est qu'à l'origine, ça vient de la résistance des matériaux, c'est-à-dire combien un métal peut supporter de chaleur avant de fondre et peut supporter de poids avant de plier. Et donc c'est utilisé dans l'industrie pour utiliser les bons métaux dans de bonnes proportions. Mais le métal, ça n'est pas un humain. C'est-à-dire que nous n'avons pas un seuil au-delà duquel nous ne supportons plus certaines choses. Donc déjà, je trouve que ce n'est pas une notion qui est propre à l'humain. Ensuite, on en a fait quelque chose comme une espèce de qualité personnelle.
Alors que le processus de guérison du traumatisme ou le processus de renaissance après un traumatisme, c'est long. Alors qu'on nous présente la résilience comme une qualité intrinsèque à une personne. Il y aurait des personnes résilientes et d'autres qui ne le seraient pas. Et donc forcément, on nous présente les personnes résilientes comme étant plus valeureuses que les personnes qui ne seraient pas résilientes. Donc je crois que le mieux, c'est d'oublier ce terme. Mais vous définissez comment vos résiliences ? Si vous le définissez. Moi, je n'en parle pas de la résilience. Si, vous en parlez dans votre livre. Je parle du processus de guérison des traumatismes. Je parle de la façon dont on peut sortir d'un traumatisme ou dont on peut guérir d'un traumatisme. Vous dites que cette notion présente de nombreux points faibles, un grand flou dans sa définition, permettant à tout le monde de s'y retrouver, des lacunes sur le plan théorique et clinique, des dérives sur le plan éthique. Ben oui, parce qu'en fait, maintenant, on parle de résilience dans tous les domaines. Alors, la nature devrait être résiliente, les sociétés devraient être résilientes, les politiques devraient être résilientes. On ne sait plus ce qu'on veut dire avec ce mot-là. C'est une espèce de mot fourre-tout. Et puis, aux États-Unis, on présente même la résilience comme la santé mentale. C'est-à-dire que les personnes qui ne seraient pas résilientes, finalement, seraient des mauvaises personnes. Donc, je crois qu'il y a trop de dérives par rapport à une notion qui est plus une idéologie qu'une réalité clinique, et que le mieux, c'est d'accueillir ce qui est difficile dans sa vie, notamment ces traumatismes, et quand on a besoin d'en parler à son thérapeute, et de voir comment se libérer des impacts et des effets, des conséquences de ces traumatismes. Mais c'est souvent le cas, quand il y a un concept qui est à la mode, tout le monde va l'utiliser. Tout à fait. Vous vous êtes intéressé par exemple à l'histoire du traumatisme. Oui. En gros, il y a eu un avant-guerre de 14 et un après-guerre de 14. Mais quel était l'intérêt finalement de se pencher sur le traumatisme à travers l'histoire ? C'est que c'est l'histoire finalement qui nous a obligés à réfléchir au traumatisme. C'est-à-dire qu'avant la guerre de 14-18, on y pensait peu au traumatisme. Bon, Freud commençait à se poser des questions sur l'impact traumatique, sur l'origine traumatique des névroses, mais la guerre de 14-18 a été tellement massive, a touché tellement de personnes. Alors on oublie ça. Hein. Et on l'oublie, qu'elle a encore des conséquences, que les deux guerres mondiales ont encore des conséquences, notamment la Première Guerre mondiale qui a été un vrai carnage, un vrai massacre humain, et que donc les psychiatres et les psychanalystes de l'époque ont dû se pencher vraiment sérieusement sur la question des traumatismes. C'est plutôt comme ça que ça a fait irruption. Et c'est pour ça que pour parler du traumatisme, je suis reparti des origines de la notion de traumatisme. Et effectivement, à partir de la guerre 14-18, on a changé dans l'approche du traumatisme. Oui, parce que c'est une guerre... Parce que ceux qui revenaient des tranchées ou de la guerre, finalement, étaient traumatisés. Oui, ils ont été très abîmés. Ils ont d'abord été très abîmés physiquement, puisque les armes sont devenues des armes industrielles, donc avec un potentiel de destruction énorme, mais aussi ils sont revenus très abîmés psychiquement, parce qu'ils ont côtoyé, comme toutes les guerres depuis lors, malheureusement, ils ont côtoyé l'inhumain. Ils ont été face à une barbarie telle que ça les a profondément bouleversés dans leurs repères de vie. Voilà, guérir de nos traumatismes, trouver sa voie thérapeutique chez Erol, c'est le titre du livre de mon invité, Saverio Tomasella. Votre livre est optimiste. Heureusement, oui, bien sûr. Moi, ça fait des années que je soigne des patients et des patientes traumatisés de tous les âges. Et on voit bien au fur et à mesure de leur thérapie que ce sont des personnes qui vont de mieux en mieux et qui arrivent à se libérer de la charge traumatique de leurs moments, des moments difficiles qu'ils ont vécus. Oui, vous dites qu'on peut se libérer de ses blessures, mais c'est peut-être plus facile qu'à dire parfois. Alors, effectivement, c'est la grande difficulté avec le traumatisme. C'est beaucoup plus facile à expliquer comme ça, tranquillement, dans une émission. En disant, voilà, on va guérir de nos traumatismes. Ou dans un livre. 3 séances de MDR et vous êtes tranquille. Je ne suis pas praticien de MDR et moi, mes patients viennent sur de longs mois ou de longues années. Ça prend du temps. Mais mon message est optimiste et encourageant parce que oui, c'est possible vraiment de se libérer de l'impact traumatique de ce qui a été difficile dans sa vie. L'événement, le trauma peut avoir l'air, plutôt pas très grave de l'extérieur. Ça dépend de comment on le reçoit. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des événements dans la vie ou des situations relationnelles qui vont créer des traumatismes, mais la personne elle-même peut ne pas s'en rendre compte et son entourage encore moins. C'est-à-dire qu'au cours d'une psychanalyse ou d'une psychothérapie, on va avoir parfois des patients et des patientes, et je dis parfois, c'est même souvent des patients et des patientes qui vont se rendre compte que la relation avec telle personne de leur entourage à un moment ou un autre de leur vie a été une relation qui les a traumatisés, alors qu'eux-mêmes ou elles-mêmes ne s'en étaient pas rendus compte.
Et vous expliquez comment le déni se met en place ? Le déni, c'est la façon la plus radicale, mais aussi la plus puissante, de mettre de côté le trauma, de mettre de côté ce qui a été difficile à vivre, ce qui nous a blessés, ce qui nous a perturbés, ce qui nous a fait perdre nos moyens au moment où c'est arrivé, et on ne veut plus penser à ce qui s'est passé, donc on met en place un déni, c'est-à-dire une négation radicale de ce qui est arrivé, sauf que quand on met en place un déni, on va créer ce qu'on appelle, nous, techniquement, un clivage, c'est-à-dire que la personne va se couper, et la partie qui sait que le trauma est arrivé, la partie qui sait que le drame a eu lieu, va être cachée, cloisonnée quelque part dans la personnalité, et tout le reste de la personnalité sous déni, qui nie le traumatisme, le trauma, cette partie-là va continuer à fonctionner en niant le reste. Sauf que quand on se clive, quand on nie le trauma et qu'on coupe une partie de sa personne, on perd les ressources de la partie qui a été coupée et on perd de l'énergie. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui semblent bien fonctionner socialement ou même dans leur travail et qui peuvent s'appeler résilientes, ou autre problème de ce mot de résilience et d'être résilient, des personnes qui vont fonctionner très bien mais ne pas se sentir complètement vivantes ou pas complètement entières dans leur relation avec les autres. Mais finalement, quel est le motif de consultation de ces gens-là ? Qu'est-ce qui les amène à consulter ? Ce qui les amène à consulter, c'est une petite déprime, ou leur vie n'a pas de sens, ou se sentent pas complètement à l'aise, ou ont l'impression de ne pas être authentiques, ou se reconnaissent pas vraiment dans ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ou ne se satisfont pas de leur réussite. Il y a comme une espèce d'insatisfaction de fond ou de questionnement qui montre bien qu'une partie d'eux-mêmes est restée cloisonnée, cachée, et que c'est cette partie-là qui a été traumatisée. J'imagine que les gens ne viennent pas pour dire, voilà, je voudrais me libérer de mes traumatismes ou de mes traumas. Il y en a qui viennent, mais eux sont conscients de leur traumatisme. Oui, voilà, c'est ça. Ceux qui n'en sont pas conscients viennent pour un autre propos, ou alors pas de vie amoureuse, ou se sentent finalement qu'ils ont le cœur fermé, ou que n'ont pas d'empathie, se disent tiens, c'est tout de même bizarre, on m'a reproché plusieurs fois de ne pas avoir d'empathie, de ne pas sentir ce que les autres vivent. Je me pose la question, alors on vient pour une première séance, on demande à quoi ça peut être lié, puis de fil en aiguille, on se rend compte qu'il y a eu généralement de graves traumas. Il y a une expression qui dit refouler ces traumatismes. Pourquoi est-ce que ça ne sert à rien de les refouler, ces traumatismes ? Alors, non, ça sert. Ça sert ? Ça sert et c'est efficace. Parce que le refoulement, ça n'est pas comme le déni, c'est pas comme le clivage. C'est pas la même chose. Non, le refoulement, c'est je mets de côté ce qui me gêne, parce que pour l'instant, je ne peux pas m'en occuper, et ça reviendra. Je ne sais pas quand et comment, à moins que je fasse un refoulement particulièrement conscient et que je me dis, quand je serai en vacances, je vais penser à ce qui s'est passé là. Mais le refoulement, il est dynamique, donc ça revient. Et comme ça revient sous forme de cauchemar, sous forme de pensées parasites, ou sous forme de flashback, de souvenirs, ça peut être un vrai motif de consultation, où on va dire, vous savez, j'ai des cauchemars, où je revis telle ou telle situation, ou alors je pense à telle chose, et je me rends bien compte que j'ai besoin de parler de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant ou adolescent. Donc le refoulement, ça n'est pas grave, ça n'est pas un problème, et c'est efficace, et tant mieux. Mais c'est conscient finalement, le refoulement, non ? Plus ou moins. Il y a des refoulements conscients, des refoulements inconscients. Mais en tout cas, ça n'est pas grave, parce qu'on fait tous comme ça. On ne peut pas penser, à tout moment, on ne peut pas penser à ce qui est difficile. Donc ça va revenir, et quand ça revient, c'est le bon moment pour consulter un professionnel. Il y a ce que vous appelez la puissance du secret, notamment quand on parle de secret, dans ces cas-là, on parle de secret familial, le secret qui peut s'exprimer sous plusieurs aspects, le secret individuel, le secret familial, le secret social. Déjà, comment ça se met en place, un secret ? Alors, ça se met en place souvent par la honte. La personne qui va commencer à cacher quelque chose, c'est une personne qui a honte d'avoir commis un acte, ou alors d'avoir reçu une violence, ça peut être un viol, de l'inceste, une maltraitance, etc. Et cette honte est telle qu'on décide de ne plus jamais en parler. Donc c'est un cas de déni, un cas de clivage, mais le problème du secret, c'est que pour que ça tienne, on doit faire en sorte que l'entourage, qu'il soit familial, communautaire ou social, que l'entourage n'en vienne pas à parler de ce qu'on essaye de cacher. Donc on met en place un système de silence, d'omerta, pour qu'on ne parle plus de l'événement, du drame, de la situation qui a été source de honte et de difficulté. Alors je sais que vous n'aimez pas l'expression, c'est transmission.
mais finalement, le secret peut se transmettre sur plusieurs générations. Et il évolue finalement, il change de statut au cours des générations. Oui, parce que, alors c'est vrai que... Pourquoi vous n'aimez pas le mot transmission ? Alors, c'est plus les personnes que je cite, Serge Tisseron et Claude Nachin, qui n'aiment pas ce mot-là, mais je n'en ai pas trouvé d'autres. Donc, voilà, on va l'employer, faute de mieux. C'est-à-dire qu'à la première génération, la personne qui cache son secret sait qu'elle le cache. À la deuxième génération, les enfants, par exemple, de cette personne vont sentir qu'il y a une gêne par rapport à ce secret, donc peuvent penser le fait que le parent en question cache quelque chose, mais n'arrivent pas à en parler, ou sentent en tout cas qu'elles n'ont pas le droit d'en parler. Et à la troisième génération, c'est encore plus difficile de se rendre compte qu'il y a un secret. On sent une gêne, on sent quelque chose un effet fantôme, comme on dit dans notre jargon de psychanalyste. Il y a un effet fantôme, mais on ne peut même pas penser, on n'arrive pas à se représenter ce qui s'est passé. Et donc, au bout de 3 générations, les secrets ont des effets, mais on n'arrive même plus à les repérer. Donc le mieux, c'est tout de même, quand on peut, de parler de ce qui s'est passé. Alors on parle de transgénérationnel, aujourd'hui il y a pas mal de thérapies qui se sont développées autour de ça, mais quel impact ça peut avoir sur les personnes, ces secrets qui se transmettent de génération en génération ? Alors, le premier impact, c'est de ne pas avoir... Donc à la deuxième génération, le premier impact, c'est d'être mal à l'aise avec les émotions qui sont liées au secret. Et que donc ces émotions, elles vont devenir particulièrement envahissantes parce qu'on ne sait pas comment les métaboliser, comment s'en servir ou comment les exprimer. Et après, c'est justement dans la troisième génération ce qu'on appelle les effets fantômes, comme on ne sait pas du tout, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe par rapport au secret des grands-parents, non plus des parents mais des grands-parents ou des arrière-grands-parents. Là, il va y avoir des maladies, déjà des malaises dans le corps, et des maladies. Et ces maladies, donc les mots se transforment en mots. Exactement. C'est pas pour rien qu'on utilise cette formule. Hein. Ouais. Les mots MOTS se transforment, ou l'absence de mots. Ou l'absence de mots, en l'occurrence, dans ces cas-là. Ouais. Se transforme en mots MAUX. Et puis dans la thérapie, on essaie de faire le chemin inverse. Et il va y avoir donc des maladies inexpliquées qui sont psychosomatiques et qui sont liées à ces secrets transgénérationnels. Donc c'est vrai que quand on a la possibilité de remonter jusqu'à la source on va même oublier le mot secret, jusqu'à la source du trauma initial, eh bien tout le monde s'en libère, que ce soit la troisième génération, la deuxième mais aussi la première. Quand on ne peut pas, c'est beaucoup plus compliqué. Alors il y a des thérapies où on essaye de faire des hypothèses par rapport à l'arbre généalogique ou les constellations familiales. Parfois on tombe juste et ça marche, parfois on n'arrive pas à tomber juste. La honte, c'est pas facile à déceler comme alors, on parle d'émotion pour la honte. Alors, émotion ou sentiment. Ouais. Là encore, les traductions de l'anglais sont souvent rudimentaires. Feeling en anglais, c'est autant émotion que sentiment. Et c'est vrai que pour la honte, on pourrait parler de sentiment. C'est-à-dire que là, l'émotion, c'est rapide. Ça va durer quelques minutes à quelques heures. Le sentiment peut s'installer des années. Donc la honte peut être une émotion, si je vis un moment de honte et qu'après ça passe, mais ça peut être aussi un sentiment s'il s'installe pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Et en fait, je crois que c'est le pire des sentiments, la honte. Pourquoi ? Mais parce que c'est très difficile à vivre, très difficile d'en parler, et c'est très difficile à repérer aussi. Donc si on a honte de quelque chose, souvent on parle de culpabilité dans la psychologie grand public et les magazines grand public, on parle quasiment tout le temps de culpabilité, mais le plus souvent, ce que désignent ces journalistes-là, c'est de la honte. La personne a honte de quelque chose qu'elle a fait, ou qu'elle a vu, ou qu'elle a entendu, ou que ses parents ou grands-parents ont fait, mais c'est difficile à repérer. On se sent mal, on ne sait pas pourquoi. Ça peut créer des phobies, ça peut créer des gênes sociales, ça peut créer des inhibitions. On est dans une espèce d'empêchement de vivre, ou d'empêchement relationnel, d'empêchement de penser, d'empêchement de sentir, mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est pour ça que la honte est très difficile à repérer, et que souvent ça prend du temps, même avec quelqu'un d'aguerri, un professionnel en thérapie. Et vous parlez de conduite éhontée. Oui, parce que si on dissimule une honte, ça peut amener à des conduites éhontées. Tout à fait, et dont nous sommes tous, que nous avons tous vécu plus ou moins. Quand on n'est pas conscient de quelque chose qui nous fait honte, on peut au contraire avoir une attitude provocatrice,
ou très extravertie, exubérante, expansive ou démonstrative de cette situation qui pourtant intérieurement nous fait honte, parce que c'est comme une espèce de renversement de ce qui aurait pu nous faire honte et qui certainement à un moment nous a fait honte, mais qu'on a chassé comme étant au contraire valeureux ou ne présentant aucun problème. Donc on va devenir provocateur ou démonstratif, alors que au fond de nous, à un moment, ça a été une honte. Et dans ces cas-là, c'est ça le plus important, ce sont les personnes autour de nous qui vont ressentir la honte que nous n'arrivons pas à exprimer. Ce qui fait que ça, c'est une clé importante pour les personnes qui nous écoutent. Quand vous sentez de la honte par rapport à quelque chose que vous n'avez pas dit ou pas fait, dites-vous bien que ça ne vous concerne pas, mais que ça concerne cette personne qui a dit ou fait quelque chose qui vous gêne. Saverio Tomasella, dans AVS, on parle des traumatismes, guérir de nos traumatismes, trouver sa voie thérapeutique. C'est le titre de votre dernier livre chez Erol. Je disais tout à l'heure que vous avez inventé un mot. À l'écoute de vos patients au fil des années, vous avez découvert un phénomène particulier qui est lié au traumatisme et que vous appelez la dysfraction. Shkoun, la dysfraction. Shkoun, ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est quoi ? C'est l'alliage de deux mots. Exactement, c'est l'alliage de deux mots, la dissociation et la... j'ai oublié le deuxième. Ah bon, c'est bien. Alors, et moi, j'en sais rien, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, les fractions. Vous voyez, quand on crée des mots, on finit par s'y perdre. Non, on finit par les utiliser. Donc, voilà. Donc, la dysfraction, c'est l'alliage de la dissociation et de l'effraction. Quand le choc, au moment du choc, au moment du drame ou de la tragédie, au moment de la catastrophe, il y a une effraction. C'est-à-dire que le réel, ce qui est extrêmement difficile à vivre à ce moment-là, on a l'impression que ça entre en soi. On parle souvent de corps étranger interne après un traumatisme. Donc, c'est ce phénomène d'effraction. La scène traumatique fait effraction en soi. Elle entre en soi de façon violente. On n'a pas voulu la laisser entrer. Elle s'est frayée un chemin pour entrer. Et donc, ça fait violence, ça fait effraction. Et sous le coup de cette violence, la personne va se dissocier. C'est trop fort à vivre, trop fort pour pouvoir le supporter. Donc, on part ailleurs, on sort du corps et la conscience va ailleurs. Récemment, j'animais un atelier thérapeutique et une des personnes qui était là disait « Eh bien moi, j'ai l'impression d'être une caméra qui est à 3 mètres de moi sur le côté droit. » C'est ça la dissociation. On voit les choses, on ne les vit pas complètement de l'intérieur à partir de son corps, on les voit comme si on les vivait en spectatrice ou en spectateur de la scène. Et l'alliance de l'effraction et de la dissociation donne la diffraction. C'est chez les personnes qui ont été gravement traumatisées. Elles sont à la fois sous le choc de cette brèche qui a été créée en elles et de cette sortie de leur conscience. Leur conscience est sortie du corps pour ne voir la scène que de l'extérieur et donc ne plus la sentir de l'intérieur du corps. Mais elles n'ont pas d'autre solution que de sortir de leur corps, de toute façon, pour supporter... Exactement, c'est pas quelque chose qu'on choisit de faire, on le fait parce qu'on n'a pas... le choix. On n'a pas le choix, c'est pas possible de faire autrement. Sinon, c'est pas supportable. Sinon, ça n'est pas supportable. Et donc, nous, thérapeutes, le travail que nous avons à faire, c'est de permettre à la personne de se réassocier progressivement, de sortir de cette dissociation pour pouvoir guérir la blessure, la brèche de l'effraction. Alors parmi les traumas que vous évoquez le deuil et la maladie du deuil qui peut prendre plusieurs formes. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup du deuil. Alors il y a pas mal de théories sur les différentes étapes de faire son deuil. Pourquoi finalement le deuil est un type particulier de trauma ? Alors déjà, parenthèse, oublions les étapes du deuil parce que ça c'est vraiment... Ça n'existe pas vraiment. Alors ça y est partout. Hein. Les étapes du deuil, vous pouvez y aller. Vous ne faites pas comme les autres. Mais je ne suis pas le seul. Hein. Je suis un des rares à oser le dire, mais je ne suis pas le seul parmi les thérapeutes. En tout cas, il n'y a pas d'étape de deuil puisque chaque personne vit son deuil différemment. Ce qui est important, c'est que chaque personne en deuil puisse suivre son cheminement particulier pour que le deuil puisse aller jusqu'au bout. Et quelle était votre question ? Je disais, en quoi est-ce que le deuil est un trauma particulier ? Ah oui. Le deuil est un trauma parce qu'il a finalement les mêmes impacts, les mêmes conséquences du point de vue psychique. C'est-à-dire que le deuil, s'il est très fort
va être vécu comme une effraction, ce dont on a parlé tout à l'heure. S'il est particulièrement violent et perturbant, peut provoquer de la dissociation. Certains deuils qui n'arrivent pas à être vécus vont provoquer du déni, donc du clivage. Toutes les défenses dont on a parlé jusqu'à présent. Ça peut aussi provoquer de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression, et que finalement on se rend compte que la mort d'un proche, c'est un trauma, et donc va avoir un impact traumatique. C'est pour ça que c'est important d'accueillir et de traiter le deuil de la même façon qu'un traumatisme, et non pas en se disant que la personne va suivre telle et telle étape, comme si on était tous des clones qui vivent les choses de la même façon, de façon standardisée. Et à quoi cela sert-il de pleurer alors? Parce que ça sert à quelque chose selon vous. Pleurer, c'est très important. Pleurer, alors, il y a plein de gens qui peuvent pas pleurer. Parce qu'on leur a interdit, notamment les hommes. Non, mais qui pleurent pas, parce qu'ils n'arrivent pas à pleurer. Alors, vous croyez que c'est une question d'interdit ou... Moi, je pense qu'à l'origine, si on laisse tous les enfants pleurer, garçons comme filles, les pleurs vont être la soupape de sécurité dans tous les moments très difficiles, que ce soit des grosses fatigues, des stress, mais aussi, bien sûr, des situations tragiques ou dramatiques. Donc, laissons les enfants pleurer et laissons les adolescents et les adultes pleurer. Après, c'est vrai que si on se blinde par rapport à un traumatisme et que on évite certaines émotions, ça peut nous empêcher de pleurer. C'est-à-dire qu'on s'est endurci pour pouvoir supporter la vie. Ah, on dit blindé, vous avez raison. On s'est blindé. Ouais. On s'est blindé, donc du coup, on ne pleure pas. En revanche, si on peut retrouver ses larmes, c'est mieux. Parce que, mais pourquoi? Alors, parce que ça permet une expression très, très, très directe, très complète, très spontanée de toutes nos émotions, mais aussi ça a un effet de libération par rapport au stress. Et ça va apaiser le système nerveux autonome et relancer un certain nombre d'hormones qui sont les hormones du bien-être, de la détente, du calme. Donc pleurer a vraiment un très bon impact thérapeutique. Et physiologique, alors, si on vous écoute, finalement... Donc physiologique, parce que tout ce qui est thérapeutique, pour que ce soit vraiment thérapeutique, a besoin d'aller jusqu'au corps. Donc physiologique, bien sûr. Vous expliquez que le traumatisme perturbe notre système nerveux autonome. Alors, qu'est-ce que c'est que le système nerveux autonome? Le système nerveux autonome, c'est par définition le système nerveux qui n'a rien à voir avec la rationalité et la volonté. Il a 3 branches. Souvent, on ne parle que de 2 branches, mais en fait, il a 3 branches. La première branche est parasympathique, c'est le nerf vague ventral. Quand le nerf vague ventral, alors pourquoi il s'appelle nerf vague? Parce qu'il est vagabond. C'est le nerf le plus long du corps qui part des yeux, des oreilles et qui passe derrière le crâne et qui va partout dans le corps. Et notamment vers le cœur, la respiration, les poumons et le système digestif. Quand ce nerf vague ventral est en activité, nous sommes calmes, nous sommes confiants, nous sommes bien dans nos relations et nous sommes créatifs. C'est l'état, on va dire, optimal. Quand il y a un stress plus ou moins fort, va s'activer le deuxième système, qui est le système sympathique ou orthosympathique, qui nous permet de repousser une menace, de la fuir ou de la combattre. Donc dans ce cas-là, on a besoin de mobiliser le corps, les muscles, la respiration et le cœur pour pouvoir fuir, combattre ou repousser la menace. Et la troisième alors? Et la troisième, et donc le deuxième système est vraiment complètement lié au stress et très souvent activé en cas de traumatisme. Et la troisième partie de ce système nerveux autonome, le troisième système, est de nouveau le système parasympathique, mais on oublie qu'il peut être activé par le nerf vague dorsal, cette fois-ci celui qui reste dans le dos, pour nous immobiliser, nous paralyser quand nous sommes sidérés ou complètement effrayés, parce que c'est une protection qui nous permet de faire le mort, comme les animaux dans la nature. Si un lion attrape un bébé gazelle, le bébé gazelle a tellement peur qu'il s'immobilise, le lion croit que le bébé gazelle est mort et donc il le laisse, ça ne l'intéresse pas. Et une fois que le lion est parti, le bébé gazelle revient sur ses pattes et il retrouve une bonne tonicité. Donc au départ, c'est vraiment fait pour nous protéger. Quand le drame ou la tragédie ou la catastrophe sont trop forts, ou qu'on a une immense peur qui nous fait craindre pour nos jours, pour notre vie,
c'est ce système-là qui se met en place et qui donc nous immobilise et qui va provoquer la dissociation. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la dissociation. L'effraction provoque la dissociation. Et chez les personnes qui sont... Alors, donc, dans le traumatisme étant la conséquence de trauma, il y a des personnes qui vont rester branchées sur le mode stress, être tout le temps hyperactives, tout le temps mobilisées, tout le temps dans l'agressivité, et ça peut leur permettre de bien s'en sortir, mais elles ont peu de pause, peu de repos, donc on les aide à sortir de ce mode défensif pour retrouver le calme, la confiance, la créativité et la relation avec les autres. Mais il y a aussi des personnes qui vont rester bloquées dans ce côté dissociatif, ce côté d'immobilisation, qui peut aussi donner lieu à des dépressions, ou à une espèce de « je ne sais pas quoi faire dans ma vie », de procrastination, etc. Et ces personnes-là, on va aussi les aider à retrouver un bon tonus vagal ventral, c'est-à-dire le calme, la confiance, la relation et la créativité. Alors, donc la connaissance de la neurobiologie, du système nerveux autonome, permet aujourd'hui, enfin depuis 10-20 ans, de mettre en place des thérapies du traumatisme qui sont beaucoup plus efficaces. Ce que vous appelez les thérapies de la théorie polyvagale. Alors, en quoi ça consiste ? Expliquez-nous. Dans les thérapies de la théorie polyvagale, on ne va pas tellement s'intéresser au récit, ce que la personne raconte de sa vie, de ses traumatismes. On ne va pas non plus tellement s'intéresser au comportement. Pourquoi elle fait ça, comment elle fait ça et comment elle pourrait faire autrement. On va entrer par la porte des émotions. Donc, dans une séance, on prête beaucoup d'attention aux émotions. Et quand l'émotion est là, on demande à la personne de fermer ses yeux et de sentir ce qui se passe dans le corps. Et donc, des émotions, on va pouvoir revenir aux sensations et à ce qui se passe dans le corps. Et là, on a des mouvements, donc j'en propose 14 dans ce livre, mais il y en a d'autres, des mouvements qui vont permettre de relancer l'activité du nerf vague ventral, ou alors, comme dans la somatic experiencing, l'expérience somatique est une des thérapies du traumatisme, on se rend compte que la personne serre les dents, ou qu'elle fait certains mouvements, eh bien on va demander par exemple de lâcher la mâchoire, ou de respirer plus lentement, ou de refaire certains mouvements de décharge en les faisant lentement et consciemment. Et quand le système nerveux autonome se décharge de cette charge traumatique, après, la personne se sent libérée de ce qui était en elle. C'est-à-dire, ça ne se passe pas au niveau de « je raconte l'événement », ni même « je change mes comportements », mais je libère mon corps d'une charge traumatique engrammée en moi, et ça me permet finalement de voir la situation différemment. Parce que si on prend une situation récente, une colère par rapport à un collègue de travail par exemple, on fait simplement on suit ce même schéma où on va libérer le système nerveux autonome. Une fois qu'on a fait cette libération, par des gestes, des mouvements, des prises de conscience des sensations dans le corps, on demande à la personne de repenser à la situation et il n'y a plus de colère par rapport à ce collègue. Pour un traumatisme, ça peut prendre plusieurs séances, mais c'est le même processus qui est à l'œuvre. D'après les témoignages que vous avez pu recueillir pendant vos années d'exercice, la perte d'un enfant est la blessure la plus douloureuse. Comment est-ce qu'on la prend en charge ? Je crois que c'est très très difficile et très long. Dans les témoignages que j'ai recueillis et les personnes que j'ai reçues, ça demande un accompagnement de l'entourage, ça demande un accompagnement de la famille, des amis, souvent plusieurs thérapies. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans mon livre. Une seule forme de thérapie pour les traumatismes graves, dont celui-là, souvent ne suffit pas. On a besoin de suivre plusieurs thérapies, d'être aidé de plusieurs façons, et parfois en même temps. Là, dans le témoignage de Christelle qui a perdu son fils Dimitri quand il avait 17 ans, elle marche beaucoup avec son mari. Ils marchent beaucoup tous les ans. Oui, c'est la thérapie par la marche. Oui. Voilà, mais ils font ça en plus de toutes sortes d'autres démarches qu'ils ont fait pour aller mieux. Et dans le cas de ces longs deuils profonds, ça prend des années pour pouvoir se sentir de nouveau capable d'être complètement vivant malgré la tragédie. Pour ceux qui veulent en savoir plus, la suite est dans votre livre, Guérir de nos traumatismes, trouver sa voie thérapeutique aux éditions Erol. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Au plaisir de vous revoir. Avec grand plaisir. Oui. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.